des contextes. Aujourd'hui, quand vous regardez dans toute la sous-région que je maîtrise mieux, et je pense aussi dans toutes les constitutions de nos pays, il est clairement défini que l'État reconnaît et garantit la liberté d'aller et de venir, les libertés d'association, de réunion, de cortège, de manifestation, dans les conditions définies par la loi. C'est la Constitution qui est suprême à tout ça, définit tout. Mais vous voyez, on veut récupérer par la loi. C'est dans ce sens que ces dernières années, dans nos pays, on a vu se développer des mécanismes de récupération, comme moi je peux le dire, des libertés individuelles et collectives. Vous avez tout à l'heure parlé de, on va nous dire, contexte sécuritaire. Nous, aujourd'hui, chez nous, quand vous voulez manifester, on va vous dire, si on veut l'interdire, risque d'infiltration dû au contexte sécuritaire. L'infiltration, c'est qui? C'est pour eux les groupes terroristes et autres, les bandits, qui peuvent infiltrer nos manifestations. Mais, curieusement, au Niger, on a fait une campagne électorale où les partis politiques étaient dans tout le pays avec des manifestations publiques. Il n'y a jamais eu ce truc sécuritaire qui a été mis devant pour leur interdire de faire leurs manifestations. Mais pour nous, acteurs de la société civile, c'est devenu systématique. Risque sécuritaire. Et question Covid. On est allé même devant un juge à un moment, après la levée de toutes les mesures, le gouverneur ou bien le préfet ou bien le maire évoque la question Covid. On a dit, mais ils ne sont pas ridicules. C'est un conseil des ministres qui lève toutes les mesures sécuritaires par rapport à la Covid. Et vous l'évoquez dans un arrêté pour interdire. Donc, soyez sûr que donc, là, même le juge n'a pas trouvé moyen de donner raison à cette autorité. Et on va encore plus loin. La loi. Je prends des exemples précis de lois liberticides, vraiment dans notre pays, qui ont été mises en œuvre pour pouvoir restreindre les libertés. D'abord, vous prenez la Constitution qui date de novembre 2010. Il y a une loi, l'ordonnance de mars 84, qui régit encore les associations et les ONG. Donc ce paradoxe est là dans un truc pris dans un régime d'exception qui continue à être mis en œuvre dans un régime démocratique. Et là, vous voyez bien que le Niger ne fait pas aussi l'exception des autres. Et aussi maintenant, la loi 84 de juin 2004, pardon, qui régit les manifestations sur la voie publique, qui dit que ainsi, aucune autorisation n'est nécessaire pour organiser une manifestation. Il faut seulement la déclaration soit faite à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle la manifestation doit avoir lieu 5 jours francs avant. Mais toujours, c'est les mêmes autorités qui évoquent les questions sécuritaires et aussi toujours hors délai. Ils sont arrivés à nous interdire la veille des manifestations pour nous empêcher même d'avoir accès à un juge de référé auquel on peut aller se plaindre, qui peut nous donner raison ou bien ne pas nous avoir donné raison. Et plus loin, on est arrivé sur la loi portant répression de la cybercriminalité. C'est la loi 2019. Cette loi, elle dit, à son article 31, diffusion de données de nature à troubler l'ordre public ou à porter atteinte à la dignité humaine, est puni d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'1 million à 5 millions de francs CFA d'amende. Le fait pour une personne de produire et de mettre à disposition d'autrui de diffuser des données à troubler l'ordre public ou à porter atteinte à la dignité humaine par le biais d'un système d'information, les nouvelles technologies. Et je vous dis, moi je suis en liberté provisoire aujourd'hui par rapport à cette loi et par rapport à cet article. Il y avait un général de l'armée qui était cité dans un détournement de plusieurs milliards de francs CFA sur les fonds de sécurité.
qui a porté plainte, soit disant que je l'ai diffamé, parce que ce général n'a jamais été inquiété, au fait, par la justice. Il se croit en droit de porter plainte. J'ai été gardé pendant Covid 6 jours à la police judiciaire. Tout le monde sait que la durée de garde à vue était tout. Et avec la période Covid, c'était les premiers jours de Covid. On était où aucun juge ne devrait recevoir des dossiers sauf d'extrême urgence. On était 50 à 60 en cellule. La PJ, pour vous dire, pour la petite histoire, je suis toujours pressé de quitter la PJ pour aller en prison parce qu'à la PJ, vous avez des conditions drastiques de détention où vous êtes à 50, 70 dans la grande salle et d'autres sont... La police même, c'est pour eux-mêmes la nuit, ils enferment certains détenus pour ne pas pouvoir nous agresser, qu'ils trouvent violents et autres. Ils les enferment pour nous éviter cela. Mais vous êtes tout ça. Vous dire donc, cette loi, et je vous disais qu'il y a un camarade aujourd'hui, même le fait que la dame qui a porté plainte a retiré sa plainte pour seulement le mettre en prison, on le met en FD, aujourd'hui il est en prison, on fait un délibéré dans 2-3 semaines pour une affaire banale, la publication d'une plaque d'immatriculation sur les réseaux sociaux. Donc voilà un peu. Il y a la loi 2021 portant interception des communications téléphoniques qui donne tous les pouvoirs au président de la République de vous écouter, quels que soient les moyens, et de pouvoir vous poursuivre ou tout usage par rapport à ces écoutes. Donc, on ne peut pas dire qu'on est en sécurité avec un tel décret. Et dernièrement, même avec l'avènement de l'actuel président, ça il faut le souligner, qui, nous, avant, c'était la prison qui était la règle, mais depuis qu'il est arrivé, il a fait 3 réunions avec nous à la présidence. Il était d'une grande ouverture, de discussion avec la société civile. Il nous a même dit, aidez-moi à lutter contre la corruption. Il a dit, c'est tout ce qui est facile pour nous, de vous aider à lutter contre la corruption, en mettant à disposition des informations, des dénonciations et autres. Mais il est allé, il a trouvé un décret qui était préparé par l'autre président, qu'il a pris, le décret de février 2022, où on dit, vous ne pouvez même pas avoir accès à aller chercher des financements sans autorisation du gouvernement nigérien. Et en cas de cessation d'un projet, vous devez reverser tous les biens du projet à l'actif du gouvernement nigérien. Donc, vous voyez, malgré sa bonne foi et sa volonté, il reste encore des prémices de répression dans son régime. Il reste encore des vautours qui sont là à brimer les libertés individuelles et collectives dans son régime, et ils sont arrivés à lui faire prendre ce décret. Donc, comprenez qu'il y a toutes ces batteries, ces 4-5 lois, qui continuent à faire en sorte que les acteurs de la société civile sont emprisonnés, sont amendés, et on va jusqu'à vouloir même faire disparaître la chose société civile dans notre pays par des lois. Voilà un peu, Angers, ce que je peux dire par rapport à la première question des instruments de répression qui existent, en dehors des autres, où on peut, dans la fonction publique, ceux qui travaillent, je n'ai jamais travaillé, heureusement pour moi, on vous renvoie de votre travail. Quand on veut, on vous colle des sanctions disciplinaires, on vous colle tout ce qu'on peut avoir comme mesures répressives. Je vous remercie. Merci de ce partage qui est très parlant. Et un package du nombre de lois qui rétrécissent l'espace civique. Mais je souhaiterais peut-être que l'on puisse écouter aussi Nicole pour savoir effectivement ce qui se passe au niveau de l'Afrique de l'Est. Est-ce que c'est la même réalité ou c'est une réalité différente? Qu'en est-il, Madame Nicole? Merci. Alors, je vais m'approcher. Merci Longin pour cette introduction et merci Monsieur Idrissa pour ces éléments de contexte
pour le Niger. Alors moi, je vais faire comme M. Idrissa, je vais peut-être évoquer d'abord les contextes politiques en Afrique de l'Est, qui vont peut-être nous aider à comprendre un peu comment les organisations de la société civile sont parfois ou même très souvent muselées. Donc l'Afrique de l'Est, c'est disons un ensemble de pays très hétéroclites. Donc c'est vrai que c'est un peu difficile de trouver des points communs, mais un des points, je dirais, communs, c'est que je dirais l'évolution de la majorité des régimes de la région est marquée un peu par leur origine révolutionnaire. Donc je pense à le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda, dont les dirigeants aujourd'hui sont issus d'anciennes rébellions, d'anciens groupes armés ou de guérillas. Donc ce sont d'anciens militaires qui sont au pouvoir avec tout ce que ça implique, et c'est vrai qu'on a souvent analysé leur mode de gouvernance à partir du paradigme du parti dominant, qui créerait effectivement des États-partis, un parti dominant. Je pense notamment à la Tanzanie, qui a un parti dominant depuis 1962. Je pense à l'Ouganda depuis 1986. C'est également le cas pour le Rwanda depuis 1994. Et le Burundi depuis 2005. Bon, c'est vrai que le Burundi et le Kenya sortent un peu du lot. Le Kenya a introduit le multipartisme en 1991. Le Burundi, c'est vrai que c'est un peu différent dans la mesure où c'est quand même un pays qui a organisé 2 élections multipartisanes en 2005 et 2010, même si le scrutin de 2010 a été boycotté par plusieurs partis politiques. Tout a basculé en 2015 quand le président Nkurunziza a voulu briguer un 3e mandat et que des manifestations de très grande ampleur ont éclaté dans le pays et que la répression a été effectivement très violente. Donc voilà un peu pour je dirais le contexte politique en Afrique de l'Est. Alors pour les formes de rétrécissement de l'espace civique, je rejoins monsieur Idrissa puisque on a dans plusieurs pays des instruments juridiques en fait qui, comme monsieur Idrissa l'a évoqué, au Niger, qui restreignent les activités des ONG, des associations. Je pense au NGO Act en Tanzanie, au Kenya, en Ouganda, les lois SBL au Burundi, qui sont très restrictives, qui donnent un pouvoir, je dirais un pouvoir assez très large à l'exécutif pour suspendre les activités des associations, pour radier les associations, pour suspendre leur permis et donc leur activité. Juste pour donner quelques chiffres, par exemple, l'Ouganda, en 2021, les autorités ougandaises ont suspendu une cinquantaine d'associations. En 2017, les autorités burundaises ont suspendu pendant 3 mois les activités de toutes les ONG internationales, en leur donnant 3 mois pour respecter, en fait, pour se conformer exactement aux nouvelles lois. Les autorités tanzaniennes
ont suspendu l'enregistrement des nouvelles ONG en 2017. Donc voilà, c'est tout un arsenal, je dirais, juridique. J'évoquerai aussi la loi sur la presse au Burundi plus tard, quand on parlera des solutions qui sont mises en œuvre par les organisations de la société civile pour combattre ces lois-là. Mais voilà, et puis en parlant aussi parce que c'est vrai que vous avez évoqué, Longin, l'espace virtuel. En Tanzanie, en 2018, il me semble, il y a eu une nouvelle réglementation sur les médias qui fournissent du contenu sur Internet. Et donc la nouvelle réglementation oblige les éditeurs de médias en ligne et les blogs à divulguer les noms de leurs sources et les contributeurs si les autorités l'exigent. C'est effectivement très dangereux pour les journalistes ou les blogueurs. Et en plus de ça, il y avait d'énormes frais, enfin il y a toujours d'énormes frais de licence qui s'élèvent à $900 par an, donc pour des petites associations et pour des blogueurs. Donc voilà, c'est juste quelques exemples d'instruments qui sont mis en place par l'État, par l'exécutif pour diminuer les activités des organisations de la société civile. Merci de ce complément. Ce qui s'est dit au Niger, c'est ce qu'on constate également en Afrique de l'Est, avec des régimes politiques tantôt militaires, avec une militarisation, je dirais, poussée à outrance, avec aussi des lois liberticides. Mais on peut peut-être progresser vers la Tunisie et tout le Maghreb. Qu'en est-il? Est-ce que tu pourrais nous partager, collègues, ce qui se passe à cette région? Merci. Merci Longin. Plus je vous écoute et plus je me rends compte que les régimes totalitaires, dictatoriaux ou autres manquent d'imagination et ont souvent recours à des procédés similaires, même s'il faut reconnaître que dans le cas de la Tunisie, cette dernière année, il y a eu pas mal d'innovations. Je vais vous expliquer pourquoi. Comme certains de vous le savent, on est en plein régime d'exception, une exception qui s'est inscrite dans la durée, qui a été imposée par un président de la République dans le but de détricoter l'état de droit et de mettre en place un régime politique personnel basé sur une idée essentielle qui est que le peuple n'a plus besoin de corps intermédiaires et que il est temps qu'il exprime sa volonté par lui-même à travers des institutions qu'il construit lui, mais sauf que le paradigme c'est que c'est le président de la République qui construit ces institutions et que donc il n'y a plus besoin de médias, de sociétés civiles, de partis politiques qui ont confisqué la révolution au peuple. Donc partant de ce paradigme-là, il y a eu énormément d'inquiétudes sur l'espace civique en Tunisie, notamment sur la réforme du décret 88. C'est un décret qui a été mis en place au lendemain de la Révolution, extrêmement progressiste, salué mondialement sur la qualité avec laquelle il a été rédigé, les garanties qu'il offre, etc. Mais il y a eu une fuite de ce décret-loi et il y a eu surtout une parole présidentielle qui a appelé à interdire le financement étranger des associations, étant donné que ces associations étaient finalement des extensions de services de renseignement étrangers. Il y a eu une forte mobilisation de la société civile et il y a eu un retrait tactique, je pense, de la part des autorités par rapport à la réforme de ce texte-là. Et on a trouvé d'autres moyens de réduire l'espace civique de manière
à éviter un peu sournoisement les condamnations, surtout au niveau international. Je mentionnerai par exemple les agressions de la part de policiers ou de membres de syndicats de police contre des activistes de la société civile, en particulier contre des membres de la communauté LGBT. Évidemment, c'est des agressions qui ont été soit présentées comme des actes isolés et pour la plupart sont restées évidemment impunies. Au niveau des manifestations, on réprime plus vraiment à coups de bâton et à coups de gaz lacrymogène les manifestations comme avant, parce que c'est des images qui circulent et qui font quand même un peu honte au régime. On barricade complètement les centres-villes avec des dispositifs sécuritaires absolument impressionnants, des canons à eau, la présence impressionnante de policiers présents sur les toits, les drones, des photos qui sont prises d'activistes, des photos qui sont publiées ensuite sur les pages de syndicats de police pour dénigrer ou lyncher les manifestants. L'utilisation aussi de l'excuse du Covid pour interdire certaines manifestations, on l'a vu lors de l'anniversaire de la Révolution. Des campagnes de diffamation, de lynchage sur les réseaux sociaux de la part de blogueurs, pages se disant, en tout cas proches ou soutenant le régime, sur la base aussi parfois de rapports et de documents officiels. Et donc on voit ici le lien parfois entre ce qu'on pourrait appeler l'état profond et certains blogueurs. Par exemple, on a une juge qui a été révoquée. Je reviendrai à cette histoire de révocation des juges et aux attaques contre l'indépendance de la justice, qui sont aussi un outil de répression de l'espace civique, et qui a eu le courage de s'exprimer, d'expliquer les dessous du dossier de sa révocation. Le lendemain a été publié sur les réseaux sociaux un test produit dans le cadre d'un examen de virginité, et c'était un document officiel évidemment qui n'a pu être obtenu qu'à travers des liens entre ce que j'appellerais l'état profond et cette nébuleuse de blogueurs pro-régime. Et puis il y a eu évidemment, et ça rejoint ce que vous disiez tous les deux avant, ces lois de cybercriminalité. On a maintenant le décret 54 en Tunisie, qui est un texte, un décret-loi, évidemment. Alors, tout se fait par décret-loi maintenant, qui est censé lutter contre les fake news et la diffamation, mais qui contient évidemment des termes extrêmement vagues et qui contient des peines extrêmement lourdes et qui ne répondraient pas au premier examen de proportionnalité et de nécessité devant une Cour constitutionnelle qui se respecte. Donc voilà, grosso modo, c'est ces tendances-là qu'on observe en Tunisie, mais tout aussi en s'attendant à un crackdown, à des restrictions beaucoup plus fortes, notamment via l'amendement du décret 88 régissant les associations. Merci des enrichissements qui éclairent le rétrécissement de l'espace civique dans la région tunisienne. Maintenant, peut-être on peut se retourner vers l'Europe, demander à notre panéliste Tristan de nous partager ce qu'il en est au niveau disons, de la Belgique et de l'Europe, s'il y a quelques cas de rétrécissement, ou s'il n'y a même pas, si l'état de droit est assez renforcé. Mais bon, je lui laisse le soin de nous en parler. Merci Longin. Je remercie tout d'abord ASF pour avoir invité notre cabinet, nous avoir donné la parole aujourd'hui. C'est un grand plaisir. Bon, je dirais qu'en Europe, pour le moment, il me semble qu'on est plutôt dans une situation un peu de crash test, on va dire, par rapport à la solidité de l'état de droit. Et bon, l'avantage qu'on a, c'est qu'on est dans un espace institutionnel assez puissant aussi au niveau européen. Mais donc, on a vu ces dernières années, notamment les deux pays dont on a parlé le plus fréquemment ces 2 dernières années, c'était la Pologne, la Hongrie, où de manière assez évidente, il y a une dérive autoritaire qui est née, et une dérive autoritaire qui atteint l'organisation du système judiciaire dans ces 2 pays-là en particulier.
Et donc, il y a d'une part, il y a une réaction institutionnelle, mais qui est assez lente et qui est due à la lourdeur des institutions et aussi aux difficultés politiques à prendre des décisions au niveau de la mise en place de sanctions au niveau européen de ces dérives. Et à côté de ça, par contre, on voit une réaction des institutions judiciaires, notamment que ce soit la Cour de justice européenne ou la Cour européenne des droits de l'homme, où là, il y a des jugements qui sont assez durs vis-à-vis de ces pays et qui indiquent très clairement qu'en matière d'état de droit, aucune régression n'est permise. Ce terme-là est bien repris dans les jugements. Et je dirais que c'est un signe encourageant de la résistance du système, mais évidemment on est, je pense, dans une lutte qui va être de longue haleine pour maintenir, je dirais, l'essentiel des mécanismes d'indépendance de la justice, parce qu'effectivement ce à quoi on assiste, c'est que finalement assez rapidement, on peut se retrouver dans un contexte où ces mécanismes qui semblaient aller de soi pour tout le monde, en réalité, ils sont détricotés par les gouvernements qui présentent une dérive autoritaire. Ça atteint évidemment aussi les ONG, le secteur associatif, la société civile. On l'a vu notamment en Hongrie, où il y a eu ces fameuses lois anti-Soros, les lois qui contrôlent le financement des ONG. Aussi une criminalisation, par exemple, de l'aide juridique aux migrants en Hongrie, qui a été condamnée aussi par la Cour de justice. Il y a d'autres types de dérives qu'on voit apparaître, notamment un pays comme le Royaume-Uni. C'est très clair qu'il y a tout un discours sur le refus du juge international, on va dire. Là-bas, il y a le Brexit, mais maintenant, il y a des attaques très nettes vis-à-vis de la Cour européenne des droits de l'homme. Notamment cet été, il y a eu déposé à la Chambre des Commons un texte qui s'appelle The Bill of Rights Bill, qui est présenté en fait comme une reprise des droits fondamentaux par les Britanniques eux-mêmes. Et si on analyse en fait ces textes, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au-delà, ou en réalité plus qu'une contestation de la Cour européenne des droits de l'homme, ce qui apparaît, c'est une volonté de limiter le contrôle du judiciaire sur l'exécutif. Donc ça, c'est aussi, je pense, un élément très très important qui apparaît ici en Europe. Ici en Belgique, je dirais que les problèmes sont d'une autre nature. Il y a bien sûr beaucoup de discussions sur l'organisation du système judiciaire, sur son effectivité, on va dire, dans sa pratique quotidienne. Mais il y a, je dirais, des problèmes qui se posent. Je voudrais vous parler d'un problème en particulier qui me touche beaucoup, en ce sens qu'on voit pour le moment, on a une situation où le système judiciaire rend des décisions quasi quotidiennement en défense de droits fondamentaux de demandeurs de protection internationale, et ces décisions ne sont pour le moment même plus exécutées. On parle de 5000 décisions qui ont été rendues cette année, des ordonnances qui étaient plus ou moins exécutées, mais pour le moment elles ne le sont même plus. Les gens attendent dans la rue pendant 2 mois pour avoir une ordonnance exécutée, et donc en fait on est en train de voir un droit agoniser devant nous, sans que ça ne soulève de grands troubles, on va dire, au niveau de l'exécutif qui ne respecte pas ces décisions, ni même au niveau, je dirais, des autres niveaux de pouvoir. Donc on est toujours on est dans un contexte qui montre quand même certaines fragilités importantes. Merci. Disons des compléments. Et si j'ai bien entendu, il y a donc des réalités qui sont similaires au niveau Afrique et une nuance au niveau Europe.
peut-être des problèmes d'ordre structurel en Belgique, mais pas vraiment liés au rétrécissement de l'espace civique. Mais j'aimerais peut-être savoir les conséquences de ces réalités sur l'accès à la justice. Est-ce que, Idrissa, tu vois des conséquences sur l'accès à la justice, sur la défense des droits humains, ce contexte que tu nous as décrit? Quelles sont alors les conséquences? Les conséquences, c'est très simple, hein, c'est non-accès à la justice et aussi l'emprisonnement des défenseurs des droits de l'homme. Je vous donne un chiffre. Depuis 2014 à maintenant, au moins 159 activistes ont fait l'objet de détention arbitraire, allant jusqu'à 19 mois de détention préventive, sans jugement. S'il y a accès à la justice, est-ce qu'on peut passer même un mois en prison pour des questions d'opinion ou bien d'exercice d'accès à la justice? Je vous parlais tout à l'heure aussi des décisions d'interdiction intervenues la veille de manifestation, où nous cherchons le juge de référé avec lampe torche dans la ville de Niamey, nous n'arrivons pas à lui mettre la main dessus pour pouvoir aller en justice. Des décisions où même si vous partez en première instance, le juge de référé vous donne tort, pour aller à la cour d'appel, ça va être 19h, pour une manifestation du lendemain à 8h. Le président de la cour d'appel prend, il rend sa décision vers 23h du matin. Vous voyez bien, c'est des fois ce qui fait créer même des troubles à l'ordre public. Nous, il n'y a aucune manifestation autorisée à Niamey qui a dégénéré. Mais dès que vous interdisez une manifestation, bon, les manifestants aussi, nous les responsables, des fois on se dit, bon, c'est parce qu'il a les moyens de répression qu'il s'est donné les moyens d'interdire. Donc, on le laisse avec sa chose. Donc, et le lendemain, vous allez voir, toutes les rues sont en feu, les manifestations. Vous n'avez même pas les moyens de prévenir. Donc, des fois, c'est même l'État qui crée les troubles. Donc, c'est vraiment une certaine limitation de l'accès à la justice, carrément aussi un déni de justice auquel nous assistons dans ce genre de cas. Oui, tu as indiqué le non-accès à la justice, l'emprisonnement des défenseurs. Est-ce que les défenseurs ont aussi la possibilité, s'ils ont été arrêtés, emprisonnés injustement, ils ont des possibilités de faire de recours au niveau, je dirais, local, au niveau national, au niveau régional, ou pas du tout? Oui, au niveau local même, avec la pression de la rue, des organisations internationales et même de certaines chancelleries, vous voyez, certains juges sont obligés d'accélérer les dossiers et vous présenter un juge. Nous, dans notre cas, en 2018, on a fait 3 mois d'instruction, on était en prison. Le 4e mois, on nous a présenté devant un juge qui a condamné, nous, les leaders du mouvement, à 3 mois avec sursis. Donc, même le juge n'a pas corrigé les 3 mois de détention et avec des amendes. Et le reste de certains manifestants, ou bien qu'ils ont même pris dans la rue, ont été condamnés à 6 mois ferme. Mais quand nous sommes allés 1 an plus tard devant la cour d'appel a déclaré un non-lieu. Donc, et on prend aussi l'exemple de notre camarade Sadat, qui a été détenu pendant 19 mois à Zender. Lui, c'était aussi des problèmes de délai de détention qui a permis de le libérer. Parce qu'en la matière, il ne doit pas dépasser un certain délai. Quand les avocats
ont pu faire le constat. Il a été libéré, mais on ne s'est pas contenté de ça. On est parti devant la cour de la CEDEAO. En temps, il était même en détention, pour détention arbitraire et demander réparation. L'État du Niger a été condamné à 50 millions de francs CFA par la cour de la CEDEAO. Et aussi avec des trucs révolutionnaires, carrément, pour, je vous permets, tous les avocats et autres, les usagers, de chercher cet arrêté de la cour de la CEDEAO qui date du 22 juin 2021, affaire Sadat Malam Ilia contre l'État du Niger. Et dans cet arrêté, je peux vous donner quelques trucs. On dit, il a été conclu que l'État du Niger a violé son droit de se réunir librement, de penser, d'opinion, sans raison valable, lors de la manifestation interdite de 2018. La Cour est allée plus loin. La violation systématique des droits de l'homme, y compris le droit à la liberté de réunion, porte atteinte à la véritable sécurité nationale et peut mettre en péril la paix et la sécurité internationale. Un État responsable de telles violations ne peut pas invoquer la sécurité nationale pour justifier la suppression de la dissidence ou de l'opposition politique, de quelque nature que ce soit, ou pour perpétrer des pratiques répressives contre sa population. Vous voyez bien, c'est aujourd'hui un arrêt de la Cour de la CEDEAO. On a eu quand même accès, on a eu des trucs révolutionnaires. Nous sommes dans le contentieux judiciaire. Même sur les interdictions de manifestation, nous sommes devant la Cour de la CEDEAO, où le gouvernement nigérien a fait reporter 2 fois le procès parce qu'ils ont pris un arrêté pour dire qu'au Niger, à Niamey, il est interdit de manifester les jours ouvrables. Et vous vous rappelez, quand Youssouf était venu à Paris pour justifier notre arrestation, il disait qu'on a voulu manifester la nuit. La nuit, pour lui, c'était 16 heures. Et alors qu'il y avait à ce moment les nuits debout en France, il dit aux journalistes français, est-ce que chez vous, on marche la nuit ou bien on manifeste la nuit? Bon, ils lui ont dit, mais il y a les nuits debout qui se passent en même temps en France, vous ne pouvez pas nous opposer cela. Vous voyez donc, il y a quand même qui se passe, et que ce soit au niveau local, il y a des juges vraiment qu'il faut encourager et féliciter qui donnent des décisions selon leur conscience. Mais quand vous tombez sur la pourriture, la première qui doit vous garder préventivement, là, elle va vous garder les mois qu'on lui dira de vous garder. Merci. Je me retourne vers l'Afrique de l'Est. Quelles sont les conséquences du rétrécissement de l'espace civique sur l'accès à la justice et la défense des droits? Et voilà, s'il y a aussi des possibilités de recours en cas de conséquences, merci de nous en partager. Oui, alors, donc les conséquences sur... les conséquences du rétrécissement sont assez catastrophiques, je pense, pour les organisations de la société civile. Et je pense que les recours interviennent, je dirais, tardivement, puisque la plupart toutes les décisions administratives pour suspendre les activités des associations ont un effet immédiat. Donc avant même de pouvoir saisir le juge, donc les associations sont obligées d'arrêter leurs activités, et même si ces associations-là ont la possibilité d'avoir recours à un juge, le temps de la justice est quand même assez long partout et plus particulièrement dans certaines régions, ce qui fait qu'entre-temps, voilà, ce sont des organisations qui sont qui sont empêchées tout simplement de travailler. Et puis, je pense que c'est Monsieur Idrissa et Lamine qui mentionnaient le volet sécuritaire. Aujourd'hui, les lois anti-blanchiment, les lois antiterroristes sont utilisées pour suspendre les fonds des associations.
Et comme je disais, ce sont des décisions administratives ou qui émanent des organes de l'État qui ont un effet immédiat. Donc ces décisions-là n'ont pas un effet suspensif qui permettrait aux associations de continuer leur travail avant une décision finale du juge. Donc les conséquences, je dirais, sont assez importantes. Et puis récemment dans la région, je pense notamment à l'Ouganda, les autorités ont accusé des organisations de financer le terrorisme, et ça a été pour eux un prétexte pour suspendre leurs fonds. En ce qui concerne l'accès à la justice, je dirais au niveau supranational, je pourrais évoquer quelques cas quand même de quelques décisions de la Cour de justice de la communauté est-africaine. Monsieur Idrissa a évoqué la Cour de justice de la CEDEAO, et c'est vrai qu'on a maintenant les associations ont maintenant recours à ces cours de justice supranationales. Alors, on pourrait évoquer déjà un premier avantage de la Cour de justice de la communauté est-africaine, qui est que, contrairement à d'autres cours internationales et d'autres cours régionales, c'est notamment le cas de la Cour de la CEDEAO, de la SADC, les requérants n'ont pas besoin, il n'y a pas une condition d'épuiser les voies de recours en interne. Ce qui fait que c'est vraiment une opportunité assez incroyable pour les organisations de la société civile finalement, et qui permet à ces organisations-là de saisir le juge, sachant que, comme je l'ai évoqué au tout début, les contextes politiques de certains pays font que le pouvoir judiciaire n'est pas toujours très indépendant. Donc la possibilité de saisir des cours supranationales est une opportunité très importante. Donc j'aimerais évoquer quelques contentieux qui concernent le Burundi devant la Cour de justice est-africaine. Il y a eu des contentieux assez importants, je dirais, et des décisions très positives et progressives à l'égard du Burundi. Le premier contentieux, c'était, je pense que c'est comme ça que les organisations de la société civile au Burundi ont connu la Cour de justice est-africaine. C'était la loi sur la presse en 2013, qui a été très contestée par les journalistes burundais, notamment l'Union des journalistes burundais, qui exigeait que les journalistes publient alors pas publient, mais donnent un accès aux autorités les sources, leurs sources. Les autorités exigeaient également que, si je me souviens bien, je l'ai noté quelque part, les autorités exigeaient également que certains sujets très sensibles de politique ne soient pas traités par les journalistes. Et il y avait également des amendes qui allaient de 2 000 à 6 000 dollars pour les journalistes qui ne respectaient pas les dispositions de cette loi. Et donc les avocats, cette loi a été contestée devant la Cour de justice est-africaine, qui a décidé que cette loi-là était contraire au traité. Donc voilà, c'est un exemple
voilà, d'organisations qui vont devant les cours de justice supranationales et communautaires pour exiger un respect des droits de l'homme. Il y a aussi une affaire qui était un peu, je dirais, moins médiatisée que la première et la troisième, c'était la radiation des avocats devant la radiation des avocats au Burundi, qui a aussi été contestée, et ils ont aussi gagné devant la Cour de justice est-africaine. Et ensuite, la troisième affaire, c'était le troisième mandat de notre... je vois M. Idrissa rigoler, le troisième mandat de monsieur... de l'ancien président Nkurunziza qui a été contesté aussi devant la Cour de justice est-africaine, qui a décidé que son troisième mandat était illégal, anticonstitutionnel, et qui violait le traité de la communauté est-africaine. Donc voilà, c'est une décision assez inédite qui... Après sa mort, tout à fait. Après sa mort, ce qui fait que, disons que la décision a une portée assez limitée, mais quand même, c'est symbolique, et puis, enfin, symbolique, c'est quand même, c'est très important d'avoir une cour comme ça qui décide, qui émet des avis quand même assez... je dirais assez positif. Et puis, donc voilà, ça c'est quelques exemples, je pourrais en évoquer d'autres, mais ça c'est quelques exemples, sachant que c'est une cour qui n'a pas un mandat, comment dire, clair et exprès pour traiter des violations des droits de l'homme. Donc contrairement par exemple à la Cour de la CEDEAO, contrairement au tribunal de la SADC, contrairement bien sûr à la Cour africaine des droits de l'homme ou la Commission africaine, pardon, à la Commission africaine des droits de l'homme, il n'est pas écrit noir sur blanc au sein dans le traité de la communauté est-africaine que ce tribunal-là a un mandat pour traiter des violations des droits de l'homme. Mais bon, la plupart des cas et la plupart des litiges, je dirais même la majorité des litiges qui viennent devant cette cour-là, concernent des violations et des plaintes contre les États de la communauté est-africaine. Donc voilà, ça c'est juste les cas que je voulais évoquer. Merci. J'aimerais entendre notre collègue de la Tunisie au niveau des conséquences. S'il y a des conséquences qui n'ont pas été évoquées, disons de compléter. Mais s'il y a également des possibilités de voies de recours, de bien vouloir nous le mentionner. Merci. Merci beaucoup, Longin. Oui, bon, dans la continuité de ce que je disais, là aussi, je pense qu'il y a aussi une stratégie d'intimidation qui est en train d'être poursuivie. J'ouvre une petite parenthèse, j'ai oublié aussi une tendance actuelle qu'on observe aussi et qui, je pense, qu'on retrouve aussi dans plusieurs autres pays du continent, qui consiste à non pas réprimer les manifestations par la force de l'ordre, mais plutôt par des agressions de manifestants pro-régime, dans une impunité, parfois même dans une complicité totale. Ça, je pense qu'il y a pas mal d'exemples à développer là-dessus. Au niveau de la justice, pour l'instant, il n'y a pas eu de condamnation d'activistes. Il y a eu des poursuites en vertu de l'article 125, en vertu je parle d'activistes de la société civile. Hein. Il y en a eu contre des opposants politiques, surtout au niveau de la justice militaire, et là on voit le contournement de la justice normale. Trouble à l'ordre public, on voit aussi de l'intimidation souvent pendant les manifestations, où les activistes sont traînés de poste à poste dans la fourgonnette de police, qui est une zone grise. Donc il y a souvent des abus pendant cette période-là. On traîne pour l'octroi d'un avocat, on laisse la personne en garde à vue pendant des heures sans eau, sans nourriture, dans l'expectative que cette personne sorte, raconte son récit, et peut-être que ça va intimider un peu les autres personnes à sortir manifester ou à écrire des statuts ou à exprimer leur mécontentement.
mais ça, je pense, c'est parce que la justice n'est pas encore garantie entre les mains du régime. Et donc là, je pense que l'enjeu pour le pouvoir, c'est qu'il n'y ait plus de justice, justement. Alors ça, on peut le faire par deux manières. Il y a la manière facile, on supprime la case justice de l'équation. Bon, il y a déjà l'état d'urgence, donc ça déjà ça donne des pouvoirs extrêmement accrus. La Tunisie croule sous les régimes d'exception depuis des années, ça supprime le contrôle judiciaire. Et ce qu'on a vu aussi dans le projet de décret de réforme, décret-loi de réforme du cadre régissant les associations, c'est un pouvoir discrétionnaire extrêmement accru qui est donné à l'administration, notamment par exemple la possibilité de dissoudre des associations sans passer par une autorité judiciaire. Donc ça c'est facile, surtout quand on gouverne par décret-loi, on sort ça à minuit, c'est publié sur le journal officiel, le lendemain ça s'applique. Il y a un autre projet qui est un peu plus ambitieux, qui est de tuer toutes sortes d'indépendance de la justice. Ce qu'on a observé sur ces derniers mois, c'est dissolution du Conseil supérieur de la magistrature et son remplacement par un Conseil supérieur de la magistrature provisoire inféodé à la présidence, révocation arbitraire de 57 magistrats sur la base de rapports probablement produits par l'État policier. Plusieurs de ces magistrats-là ont exprimé leur mécontentement face aux attaques répétées contre l'indépendance de la justice. Donc là aussi, il y a des attaques contre l'activisme des juges et le rétrécissement de l'espace civique des juges. Ces révocations ont été suspendues par une décision du tribunal administratif et le gouvernement a refusé d'appliquer cette suspension et a décidé plutôt d'aller changer les serrures des magistrats. Plusieurs magistrats ont continué leur activisme, leur militantisme, et aujourd'hui, certains d'entre eux enlèvent leur immunité, et donc voilà, les intimidations continuent. Il y a des campagnes de dénigrement, notamment sur les réseaux sociaux. Tout ça aussi a fait que le rapporteur spécial de l'indépendance des juges et des avocats et le rapporteur spécial sur la liberté d'association et de manifestation ont sorti dans un communiqué inédit une déclaration commune pour garantir ces deux piliers-là. Et donc, ce qui se passe aussi en Tunisie, peut-être que ça peut aussi ouvrir une perspective de discussion sur les recours, pas les recours judiciaires, mais des recours de solidarité entre la société civile défenseuse des droits humains, parce que c'est elle qui est visée, hein, ce n'est pas la société civile qui distribue des aides ou autres, et la société civile du corps de la justice, c'est-à-dire les associations de magistrats, le barreau, les greffiers. Et donc on a vu cette solidarité pendant la crise qu'ont vécu les magistrats et pendant les révocations. Et aujourd'hui, bon, la société civile s'attend aussi à plus de solidarité entre les juges et la société civile et un peu un retour d'ascenseur, ce qui serait aussi normal et nécessaire et salvateur pour la période à venir. Merci. On fait la course à la montre avec le temps, mais il y a des actions qui sont faites aussi au niveau de l'Europe, notamment pour venir en aide aux victimes, disons, du rétrécissement de l'espace civique dans leur pays, qui ont trouvé asile ici en Belgique. Qu'est-ce qui en est fait, Tristan, tu peux nous en partager rapidement? Voilà. Oui, donc effectivement, quand on a un peu préparé la prise de parole ici avec mon associé Christophe Marchand, bon, on se disait quand même qu'on n'avait pas exactement les mêmes types de problèmes que ceux que les collègues ici ont exprimés. Et donc, bon, on voulait parler d'autres types de situations qu'on rencontre par contre maintenant assez fréquemment, c'est-à-dire des personnes qui cherchent refuge ici ou qui ont trouvé refuge ici et qui doivent se défendre contre des actions de leur état d'origine ou jusqu'ici en Belgique. Donc par exemple, j'ai une cliente qui est toujours directrice d'une
ONG qui défend l'état de droit dans les pays de l'ex-bloc soviétique et qui était basée en Pologne, et notamment qui avait publié un rapport avec des juges polonais sur la situation du rétrécissement de l'état de droit en Pologne, et qui du jour au lendemain s'est vue interdire d'accès sur le territoire de l'Union européenne. Elle-même, elle était ukrainienne, elle était résidente en Pologne. Elle arrive au poste frontière, on lui dit « mais non, voilà, vous êtes inscrite dans le système d'information Schengen, vous êtes fichée par la Pologne comme danger pour l'ordre public, et voilà, vous n'avez plus accès à l'Union européenne ». Donc, cette personne, finalement, grâce à ses soutiens, grâce au travail juridique, a pu obtenir un accès ici en Belgique. On a réussi à faire sauter cette entrée dans cette banque de données européenne. Mais donc on voit aussi l'instrumentalisation qui est faite des normes juridiques européennes en matière de contrôle migratoire et de protection de l'ordre public à des fins de répression. Une autre personne qu'on a défendue, elle est réfugiée ici en Belgique, elle est avocate, elle est originaire du Kazakhstan et elle subit depuis plusieurs années des poursuites judiciaires émanant de son pays d'origine, avec des commissions rogatoires ici en Belgique, des demandes d'extradition, ce genre de choses. Mais heureusement, en Belgique, ici, on arrive, via le système judiciaire, à, je dirais, faire rejeter ces demandes. Mais ça demande en même temps beaucoup de travail, je dirais, à côté de la justice, de bien arriver à faire comprendre le contexte d'où émanent ces demandes, bien expliquer quel est le profil de la personne qui est visée. Par exemple, pour cette avocate, le fait qu'elle soit à un moment donné reconnue comme avocate en danger, évidemment, est une étape importante dans sa défense. Donc voilà, ce sont des dossiers qui à la fois montrent que le système judiciaire ici est prêt à résister à ce type de démarche, mais qui en même temps demandent à ce qu'on puisse aussi avoir une vue très précise du contexte des poursuites dont elles font l'objet. On voit apparaître maintenant d'autres types d'attaques, on va dire, qui sont beaucoup plus difficiles à contrer et assez vicieuses, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des clients qui sont du jour au lendemain interdits bancaires. Et ça semble être une façon pour les pays d'origine de pourrir la vie, on va dire, de leurs opposants à l'étranger. La façon dont les banques fonctionnent, donc les banques ont une obligation de contrôle dans le cadre des lois anti-blanchiment. Et donc, en fait, elles fonctionnent à travers des moteurs de recherche. Et il suffit finalement de diffuser des informations on va dire, troubles sur le profil financier d'une personne pour que, via les moteurs de recherche, les banques, assez rapidement, décident, bon, ben, cette personne-là, on va lui fermer ses comptes. Et donc, on se retrouve effectivement, donc, ces mêmes personnes, en réalité, ou d'autres, avec des problèmes, finalement, à maintenir une activité ici, en Belgique, du fait de ce type d'actions nuisibles qui sont plus difficiles, je dirais, à résoudre d'un point de vue juridique, vu qu'il s'agit en fait de pratiques commerciales, de pratiques de droit on va dire commercial classique, privé, où on a du mal alors à faire valoir ce type de contexte dans lequel la menace ou en tout cas le danger est présenté. Merci. Peut-être je vais me retourner du côté des panélistes juste pour demander une leçon apprise des actions qui ont été menées. J'ai compris des actions judiciaires, des solutions judiciaires. Y a-t-il des solutions extrajudiciaires? Une leçon et actions extrajudiciaires s'il y en a. Merci.
Action extrajudiciaire, c'est la mobilisation sociale. Il faut bien maintenir les troupes, comme on dit, pour des fois affronter ces pouvoirs publics sur leur propre terrain. C'est la répression. Si vous êtes bien implanté, ça, et que vous avez pu avoir une citoyenneté assez active dans votre pays, je crois que c'est un moyen très efficace pour pouvoir tenir. Et deuxièmement, la mobilisation des avocats. Si vous n'avez pas d'avocats engagés, vous ne pouvez rien gagner dans ces pays. D'abord, les avocats ne prennent pas tous les dossiers. C'est des dossiers très sensibles, les dossiers des acteurs de la société civile et des opposants politiques. Quand vous les prenez, ça vous ferme d'autres portes. Donc, c'est des fois des avocats, et nous, on a eu la chance d'avoir des avocats très engagés avec nous pour la cause citoyenne, qui ne sont pas politiques, mais qui ont accepté de se sacrifier pour nous défendre. Donc, pour moi, voilà les pistes qu'on peut pouvoir prospecter pour pouvoir tenir face à la répression. Nicole? Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec M. Idrissa. Je pense que les leçons à tirer, c'est tout simple, la création de mouvements et de coalitions pour s'entraider. En Afrique de l'Est, c'est vrai qu'on a vu naître des coalitions est-africaines qui rassemblent plusieurs organisations de la société civile, et ça, c'est très positif. On voit aussi des mécanismes de solidarité qui s'installent. Je pense notamment à des avocats, voilà, des organisations d'avocats qui sont basées en Tanzanie. Je pense à Pan-African Lawyers Union ou encore the East African Law Society, qui sont basés en Tanzanie, au Kenya, mais qui portent les voix de citoyens burundais, par exemple, devant la Cour est-africaine de justice. Donc voilà, je pense que je mettrai l'accent sur les mécanismes de solidarité, les mouvements et les coalitions. Merci Lamine, tu as une leçon à tirer, et s'il y a une solution extrajudiciaire, de bien l'indiquer. Peut-être juste avant de passer à l'extrajudiciaire, je reviendrai sur un point qu'il est important de mentionner au niveau des juridictions supranationales. La Cour africaine des droits de l'homme et droits des peuples a rendu le 22 septembre, donc très récemment, une décision très sévère à l'encontre de la Tunisie, et elle répondait à une requête soumise par un avocat tunisien qui accuse le pouvoir exécutif de contrevenir à plusieurs articles de la charte de Banjul de 1981, et qui est relative à l'autodétermination des peuples et à leur droit à participer aux affaires du pays. Donc ça aussi, je pense, ça rentre vraiment dans le cœur de notre discussion aujourd'hui. C'est une décision qui a été célébrée par plusieurs défenseurs des droits de l'homme en Tunisie, et c'est quelque chose qui est à souligner. L'impact que ça aura sur le court terme est difficile à évaluer, parce qu'on a aussi un gouvernement, un pouvoir populiste qui use d'un discours souverainiste, surtout à l'encontre de la société civile, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais ça reste quand même très très bon à prendre. Au niveau des leçons apprises sur le plan national, chez nous, au niveau des protections des activistes, c'est la mise en place de dispositifs d'aide légale, et je rejoins Ali sur l'importance du rôle de l'avocat. On a constitué, surtout avec l'aide de Lies, qui est ici présent, notre conseiller juridique, vraiment un pool d'avocats très engagés, défenseurs des droits humains, qui se déplacent à des heures très tardives, qui restent, qui veillent, qui a l'habitude de ce genre de pratiques d'intimidation. Après, il y a encore une fois le travail en coalition, notamment le travail en coalition avec, je l'ai mentionné tout à l'heure, les associations de juges et de magistrats.
Avec l'effondrement de l'état de droit, les relais institutionnels malheureusement sont inexistants, les relais politiques sont sans voix. Il reste aussi que souvent dans les pays en transition où la société civile, surtout quand elle a été diabolisée, l'opinion publique est difficilement mobilisable sur ces questions-là, et il y a un travail très important à faire au niveau des médias. Donc on est en train aussi d'essayer de mobiliser les faiseurs d'opinion, les chroniqueurs qui croient au travail associatif, de réellement porter le sujet. On se fait inviter assez souvent dans les médias de grande écoute pour faire porter notre dossier. Merci. On a quelques minutes, peut-être c'est le moment de faire une interaction avec les participants. S'il y a des questions de clarification, s'il y a des compléments, des enrichissements, c'est le moment. Merci. Je m'appelle Sana. Merci beaucoup au panel, c'était très très instructif et je ne peux qu'exprimer ma solidarité à Ali Delissa qui est en liberté provisoire. Mais je ne sais pas si je vous rassure en vous disant qu'on est tous, quand on vient des pays du Sud où il y a des régimes autoritaires qui se mettent en place, il y a des transitions autoritaires dans nos pays, on est tous quelque part en liberté provisoire. Bon, je sais que ça ne vous rassure pas, que ce n'est pas le fait d'être tous ensemble en liberté provisoire qui va vous soulager, mais pour vous dire qu'on comprend très bien et qu'on est solidaire de votre combat, que l'on mène dans nos pays de la même façon et avec la même passion et la même rigueur que vous. J'aimerais revenir sur deux questions qui me semblent extrêmement importantes. D'abord, en tant que Tunisienne, maghrébine, je connais un peu donc cette partie de l'Afrique. Je trouve que, on l'a dit ce matin en plaisantant un peu sur la question digitale, mais je pense que l'avenir de la Tunisie et du Maghreb est justement dans le réseautage avec le reste des pays de l'Afrique. Et la Cour africaine des droits de l'homme et la Cour de la CEDEAO nous donnent des exemples extrêmement intéressants et des signes positifs. Il y a une vingtaine d'années, ça n'était même pas dans nos rêves qu'il y ait des cours, n'est-ce pas, qu'il y ait des cours et qu'il y ait des juges assez autonomes et assez indépendants pour épingler de la manière la plus ferme, mais vraiment la plus ferme, des États autoritaires. Et donc, ce que je retiens au-delà de la sanction de la Tunisie par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples du 22 septembre 2022, il n'y a pas longtemps, quoi. Ça a été un coup de massue donné à tous ceux qui ont dit que les défenseurs des droits de l'homme racontent des histoires sur la Tunisie. C'est une cour, ce sont des juges qui ont qualifié des faits, et ce qui est important à dire, peut-être que nos amis ici ne le connaissent pas assez, je connais un peu la Cour africaine des droits de l'homme pour être dans une faculté où on a mis en place un DEA, un master de droit africain. Et il connaît un succès extraordinaire depuis que justement il y a ce foisonnement. C'est vrai qu'il y a énormément de répression et d'autoritarisme, mais il y a quelques petites ouvertures d'espoir et on s'y accroche. Donc ce que je retiens de cette décision au-delà de la sanction, c'est justement la question que vous avez posée, Nicole, c'est sur l'épuisement des voies de recours. C'est fini cette histoire. Les juges savent que tout est fait par le droit pour dire qu'on n'a pas épuisé les voies de recours. Et donc un petit peu comme ça se fait au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme ou de la Cour de justice internationale. Il y a aujourd'hui une requalification de la notion d'épuisement des voies de recours. En Tunisie, l'avocat qui a porté sa requête devant la Cour africaine n'a pas épuisé les voies de recours, n'a même pas essayé d'aller devant les tribunaux tunisiens. Il a suffi pour le juge
donc international, hein, il est régional mais international. Il lui a suffi de considérer que la Tunisie n'a pas mis en place les recours nécessaires pour que les personnes puissent les mobiliser et les trouver à disposition pour qu'ils se saisissent de cette question sur la base que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Lorsque dans un régime autoritaire, tout est interdit, les recours sont interdits, la justice elle est à bas, la Cour constitutionnelle n'existe pas, etc. Donc, je pense que c'est vraiment un modèle du genre sur cette question. La deuxième chose, mais excusez-moi, j'étais un peu longue, j'aimerais beaucoup que l'on réfléchisse encore une fois sur quelque chose qui est revenu souvent dans nos débats depuis qu'on a commencé, sur la place du droit. Sur la place du droit comme instrument ambivalent. C'est vrai que nous, défenseurs, ES et défenseurs, donc femmes et hommes, nous utilisons beaucoup le droit pour nous défendre. Et on n'a pas d'autres instruments, parce qu'on est des pacifiques, parce que... On fait autre chose, bien sûr, mais le droit est extrêmement important. C'est pour ça que parfois, on se contente, on nous dit elles ne sont pas applicables vos lois, on leur dit ça ne fait rien. Mettez des lois protectrices des droits de l'homme, même si la pratique elle est, mais au moins qu'on les ait pour qu'on puisse se défendre en justice. Mais en même temps, il faut reconnaître que le droit organise beaucoup la répression. Les états d'exception, les états d'urgence, les états de siège, tous les états de nécessité. Tous les états de nécessité qui excusent les illégalités, les violations, les lois liberticides sont là dans nos systèmes. En Tunisie, aujourd'hui, elles sont dans la Constitution. Elles sont dans la loi la plus importante du pays, qui est dans la Constitution, et la Tunisie n'est pas le seul pays. Elle n'a pas l'apanage de ces choses-là. Donc j'aimerais beaucoup qu'on réfléchisse sur la question de la place du droit dans la cité et de l'utilisation du droit par les défenseurs et les activistes des droits humains et des libertés fondamentales. Merci beaucoup, Président. Merci. Je voudrais savoir les gens qui ont des questions ou des compléments. Alors, on a 2 mains levées. On a également une question dans le... Ouais. Ok, merci. Merci, je serai très bref. Déjà, merci beaucoup pour ces éclairages sur l'Afrique. Ça nous sera très utile dans le travail avec le Niger et le Burundi notamment. Je vais passer à mes collègues toute cette information. Après, vous dire une petite note sur la Belgique. Je profite d'être ici aujourd'hui. Monsieur Wiebold a été assez optimiste, en fait, à mon avis, sur la situation des droits de l'homme en Belgique. Je profite de cet petit espace de parole pour vous rappeler quand même, sans vouloir bien sûr comparer la situation en Belgique à d'autres États, notamment en Afrique, il convient de se rappeler que la Belgique, ici on ne tue pas les journalistes, on ne les met pas en prison, mais ici on retire les cartes de presse à la moindre question qui dérange sur des conflits d'intérêts des politiciens, début 2020. Ici, on omet des réalités, on montre une réalité différente dans le journal télévisé, on ment sur les chiffres, ici on laisse faire des manifestations, mais on envoie des casseurs pour faire de la violence et délégitimer le message du citoyen normal qui était en train de porter sa voix et d'exercer sa liberté d'expression. Ici, on a géré une pandémie à coup de décret, sans aucune base légale pendant 1 an et demi, avant de voter une loi sous la table en vitesse une nuit de juillet 2021, une loi qui va permettre à l'exécutif d'invoquer l'état d'urgence maintenant et à partir de maintenant dans le futur, quand ça va leur être utile pour mettre en place d'autres mesures liberticides. Ici, on viole la loi, on a violé et on viole toujours la loi des patients dans le sens de l'accès à l'information, le consentement libre et éclairé sur des interventions qui le concernent, lui et son intégrité physique, ainsi que sur la privacité des données. Il y a eu un scandale récemment à l'autorité de protection des données,
avec des personnes qui ont démissionné ou qui ont été virées, je ne sais plus très bien maintenant. Un organe qui aujourd'hui en Belgique ne fait pas son boulot. Ici en Belgique, on a restreint les libertés fondamentales et les droits fondamentaux, sans respecter le principe du droit, qui sans être juriste, je pense, sont, quand on dit qu'il y a un état d'urgence ou d'exception, il y a la proportionnalité, il y a la limite dans le temps, il y a les conséquences, la gravité des conséquences pour ceux dont les libertés sont restreintes. On l'a fait sans vergogne et sans respecter aucun de ces principes. Je parle bien sûr de la crise, de la gestion de la pandémie de Covid. Crise fabriquée en partie par toutes ces violations au droit belge, au droit européen et à la charte de droits fondamentaux des libertés fondamentales, droit international. Je ne parlerai même pas des détenus mineurs qui ont été mis en prison un soir, maltraités, sans nourriture et sans boisson. Ça vous paraîtra peut-être banal. Ça a fait partie aussi de cette gestion de crise. Leur délit, ils s'étaient réunis à plusieurs lors du confinement, des adolescents. Ils voulaient faire la fête. Voilà, donc je ne parlais même pas des droits des demandeurs d'asile. Okay, on pourrait faire des heures et des heures. Et ça, c'est la Belgique aujourd'hui. Mais une chose qui a attiré beaucoup l'attention de beaucoup de personnes de la société civile en général, mais même pas d'ONG, même pas qui étaient organisés, juste des gens normaux de la rue, c'est le silence de la communauté juridique pendant toute cette crise qui maintenant semble être finie, mais qui ne l'est pas, puisque maintenant on a des nouvelles crises pour occuper l'esprit, beaucoup plus intéressantes. Donc le silence radio de la communauté juridique, sauf exception de vraiment des avocats qui se comptent sur les doigts d'une main en Belgique. C'est ça notre situation en Belgique aujourd'hui, et je vous remercie de m'avoir écouté. Je pense que c'est intéressant de rappeler que ce n'est pas parce qu'on est en Europe que c'est la démocratie et qu'il y a les droits de l'homme et que tout est parfait. Voilà, merci beaucoup. Merci. C'est vrai qu'il y a des réalités plurielles avec des différences, mais des réalités existent. Et il nous reste 5 minutes. Il y avait une main levée, 2 mains levées et une question en ligne. Oui. Bon, il souhaite dire quelque chose à ce qui vient d'être soulevé, mais c'est quelque chose qui est bref. Oui, c'est bref. Bon, ce n'est pas une réponse que je vais formuler, mais bon, le thème, c'était le fonctionnement de la justice. Donc je pense que par rapport à toutes les problématiques que vous avez soulevées, la justice n'est pas restée muette en tant que telle. Donc par exemple, sur la question des fonctionnements des lois durant la période de confinement et de Covid, il y a eu des décisions de justice qui ont été rendues. Elle a été saisie de ces problèmes-là. Et je pense que il y a une réponse qui a été formulée en termes judiciaires. Donc c'est en ce sens-là que je pense que le problème n'est pas de ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on est face à effectivement des violations de droits fondamentaux qui sont présentes, mais on ne peut pas dire, je pense, que face aux violations de droits fondamentaux, la justice belge soit ignorante ou ne travaille pas sérieusement lorsqu'on lui amène des dossiers sérieux sur ces questions-là. C'est dans ce sens-là que je pense que véritablement on a une situation différente de celle qui est présente dans d'autres pays qui ont été discutés aujourd'hui. Merci. Il y avait 2 mains levées. Est-ce que vous pouvez enchaîner directement? Oui, Audace. Oui, merci beaucoup. Moi, c'est Afzaliman Audace de l'Association pour la paix et les droits de l'homme au Burundi. Merci pour l'exposé fait par les panélistes, un exposé assez riche, mais aussi triangulé à travers différentes régions du monde. Ainsi, j'ai 2 commentaires et une question. Le commentaire, c'est que avoir les grandes désarticulations concernées par la thématique, il a été développé une bonne partie de la matière sur les libertés de réunion, d'association et d'expression, y compris bien évidemment ce qui a trait avec les manifestations et consorts. Mais je sens qu'il y a un aspect ou 2 aspects
qui, personnellement, je trouve assez important pour être inscrit dans la thématique. C'est notamment ce qui a trait avec les stratégies qui sont initiées souvent par les gouvernements pour faire que les organisations de la société civile, les défenseurs des droits humains, n'accèdent pas aux ressources pour bien fonctionner. Donc, certains gouvernements, y compris notamment le Burundi, font tout pour décourager les financements des partenaires techniques et financiers à l'endroit des organisations de la société civile, comme quoi ils sont en train de financer les ennemis du pouvoir. Peut-être certains parmi nous le connaissent bien qu'il y a eu un moment où beaucoup d'organismes internationaux, des ONG, ont été contraints de quitter le Burundi parce qu'ils n'avaient pas pris l'option de suivre les lignes de mire tracées par le gouvernement. C'est aussi un deuxième aspect, ce qui a trait avec les relations fonctionnelles entre les organisations de la société civile et les gouvernements respectifs. Sinon, dans la loi notamment régissant les associations sans but lucratif au Burundi, il est prévu que ce sont des organisations qui doivent travailler dans la logique de contribuer aux responsabilités normalement qui reviennent au gouvernement, mais dans la réalité, ce n'est pas le cas. Donc, lorsque un administratif très attaché à la politique, au parti au pouvoir, sent directement qu'un membre d'une organisation de la société civile est ipso facto un ennemi du pouvoir. Une question alors, à voir ce phénomène de rétrécissement de l'espace civique à travers le monde, l'Afrique subsaharienne notamment, on dirait qu'il y a une complicité des États à vouloir se lancer dans cette dynamique de devoir rétrécir l'espace civique des gens. Et je me dis que, bien évidemment, l'intervention conjuguée, les coalitions des organisations de la société civile, des associations des avocats et consorts, c'est vraiment une bonne chose. Mais je sens qu'il faut aussi penser à comment les autres États s'organisent pour décourager un tel mouvement. Sinon, on dirait qu'il y a une complicité diplomatique. Voilà, merci, c'était ça mes interventions. Merci de l'intervention. Peut-être la question en ligne, tu peux la rapporter et puis s'il y a des commentaires, on les fait en une fois pour toutes. Merci Longin. Alors, juste rapidement, je vais lire la question qui a été posée en ligne. Donc, quel rôle peuvent jouer des organisations internationales et les organisations de la société civile en général dans le renforcement de coalitions régionales, notamment pour solliciter des organes juridictionnels régionaux et internationaux, et comment ce rôle peut se matérialiser? Merci. Je ne sais pas au niveau des panélistes qui souhaitent répondre à cette question. Évidemment, il y avait aussi une réflexion qui nous a été lancée de la place des droits dans les pays, dans les sociétés, dans les communautés face au rétrécissement de l'espace civique et les commentaires de Das aussi. Oui, Ali, merci de réagir. En fait, par rapport à la question de justice et le comportement en parlant de diplomatie, je crois que les enjeux ont changé dans notre sous-région par rapport aux partenaires. Aujourd'hui, si vous demandez à des diplomates, ils vont se dire que le régime nigérien leur a tout donné. Toutes les bases militaires américaines, françaises, tous ceux et même belges ont des militaires stationnés au Niger. Donc pour cela, ils ne seront jamais prêts à sacrifier cette relation de roucoulade qu'ils ont avec nos régimes par rapport aux questions. Les questions de droits de l'homme sont passées vraiment à un certain niveau actuellement par rapport à certains diplomates. Je vous dis, nous, quand on est arrêté, certains diplomates disent
Quand nos camarades à l'international sont partis les voir, ils disent que non, nous sommes des prisonniers de droit commun. On n'est pas rentré dans une banque, on a braqué, on est sorti avec l'argent, on nous a pris. C'est ça, un prisonnier de droit commun, quelqu'un qui a volé, alors que c'était des trucs d'opinion. Donc, vraiment, ça, c'est pas demain que ça va changer. Par rapport à aux organisations internationales, l'apport, elle en a parlé, Nicole, de la solidarité et aussi de la synergie dans les actions. Si nous faisons de bonnes plateformes, nous avions des réactions bien concertées, je crois que nous sommes capables de faire face à cette vague de remise en cause des ordres démocratiques dans nos pays. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, quelqu'un qui met entre parenthèses la liberté d'expression, d'association. Vous avez mis fin à la démocratie, à mon sens. Juste pour compléter l'engin, je pense que les organisations, en tout cas au niveau des organisations internationales, je pense qu'elles ont un rôle très important à jouer dans la solidarité interassociative régionale et internationale, dans la saisie des mécanismes juridictionnels internationaux et régionaux, dans la compréhension aussi du fonctionnement des institutions des pays d'où elles viennent, ou en tout cas des parlements où se prennent les grandes décisions à l'échelle internationale, et donc faciliter ces voies de plaidoyer, être une courroie de transmission régionale et internationale, mais il faut faire très attention aussi à ce que ces organisations ne supplantent pas les organisations nationales, à ce qu'elles n'imposent pas les messages, le contenu, à ce qu'elles n'essayent pas de les remplacer. Ça peut être d'autant plus contre-productif dans des contextes populistes où il y a tout ce narratif d'ingérence étrangère, etc. Merci. Juste pour la question qui a été posée en ligne. Ah, je devrais être très très rapide, c'est ça? Non, mais fondamentalement, j'ai rien à rajouter. J'ai juste quelques exemples, notamment les organisations internationales devant les juridictions internationales ou régionales, qui viennent vraiment soutenir certaines organisations locales dans leur contentieux, qui se constituent amis de la Cour, qui transmettent des écrits pour éclairer les juges. Donc voilà, c'est juste des exemples. L'exemple que j'ai donné, par exemple, sur la loi de la presse au Burundi qui a été contestée devant la Cour de justice est-africaine. Ce contentieux a été très soutenu par Article 19, par exemple. Donc voilà, juste je m'arrête là parce qu'on est we're going over. Merci, on est à la fin du temps qui nous était imparti. Mais j'ai compris une insistance sur la création des coalitions, des réseaux pour rester interconnectés entre les organisations de la société au niveau local, au niveau national et au niveau international. Et il reste peut-être à réfléchir concrètement comment mettre sur place un tel réseautage afin que les organisations, les membres des organisations puissent continuer à interagir, à échanger sur des pratiques innovantes et qui inspirent comment renforcer davantage l'exercice de l'espace civique, mais également, l'exercice des voies de recours et avoir l'accès effectif au recours pour que, je dirais, l'état de droit soit une réalité dans nos pays respectifs, dans nos régions respectives. Voilà, sinon j'ai compris également qu'il y a ces mécanismes régionaux qui commencent à être, je dirais, un coup de massue au niveau des gouvernements autoritaires. Alors ces organisations, disons, organisées en réseau pourraient, disons, porter les recours devant ces instances judiciaires régionales pour que, je dirais, les personnes qui n'ont pas eu l'accès à la justice au niveau de leur pays puissent finalement l'obtenir au niveau des cours, je dirais, de la région, les cours africaines et les instances internationales. Voilà, c'était un sujet intéressant, captivant, j'ai vu l'attention était visible.
Seulement, nous avons eu un défi de temps pour, je dirais, avoir droit à la parole, pour que nous tous nous puissions avoir droit à la parole. Mais voilà, bon, l'atelier se termine pour l'instant, mais les interactions vont continuer avec le réseau Justice Experience. Je pense qu'il y a possibilité effectivement de lancer, d'initier un tel réseau, et les participants qui sont ici, s'ils adhèrent à ce réseau, les discussions, les échanges pourront continuer, et j'espère que finalement il y aura plus d'accès à la justice si on met en œuvre les recommandations ici de ces assises. Merci. Et du point de vue logistique, on a déjà grignoté toute la pause, donc si c'est possible pour vous, je vous invite à directement rester assis pour enchaîner sur la plénière de clôture qui va commencer d'ici quelques minutes. Et sinon...